Ma famille m'a faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin et m'a déshérité. Maintenant, la confession du vrai briseur de ménage a révélé une vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Cela fait 5 ans que ma famille m'a tourné le dos, sans même me laisser expliquer quoi que ce soit. Aucun appel, aucune question. Juste le silence. Et maintenant, soudainement, tout le monde veut parler. Ils veulent s'excuser. Ils disent qu'ils ne connaissaient pas toute la vérité. Mais ce qui m'a détruit, ce n'est pas le mensonge, c'est le fait que personne ne s'est soucié de savoir s'il en était un. Salut, je m'appelle James, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais toute cette histoire a commencé quand j'en avais 27. J'ai grandi dans une petite ville près de Portland, de celle où tout le monde connaît la vie de tout le monde, que ça vous plaise ou non. Mon cousin Mike et moi étions pratiquement inséparables quand nous étions enfants. Pendant les vacances en famille, on partageait toujours la même chambre, même à l'adolescence. On était très proches. Nos mères sont sœurs, donc elles faisaient toujours en sorte qu'on reste ensemble. Vacances, week-end, peu importe. Mike allait se marier avec Cathy, qui, curieusement, vivait à seulement 3 maisons de chez nous. Sa famille a déménagé là quand elle avait 8 ans et moi 10. Et dès le premier jour, nos familles s'entendaient super bien. Vous voyez, quand les voisins deviennent presque de la famille. C'est ce qui s'est passé. Les parents de Cathy s'occupaient de Mike et moi chaque fois que nos parents devaient travailler tard. Et tous les étés, sans faute, il y avait ces grands barbecues bruyants dans le jardin. C'était ce genre de lien. Cathy était comme une petite sœur pour moi. Elle venait me demander des conseils sur les garçons à l'école. Je l'aidais avec ses devoirs de maths, enfin, en vrai, on galérait ensemble. Et c'est même moi qui lui ai appris à conduire dans ma vieille Honda Civic quand elle apprenait. Que Dieu ait son âme, pauvre boîte de vitesse. Donc, quand Mike et Cathy ont commencé à sortir ensemble à la fac, tout le monde était super content. C'était logique. Ils avaient ce truc « je t'aime moi non plus » depuis le lycée. Quand ils se sont enfin mis ensemble en 3e année de fac, toute la famille a réagi genre « enfin ». Sans exagérer, notre grand-mère a littéralement pleuré quand ils ont annoncé leur fiançailles. Avançons jusqu'au jour du mariage, le 15 juin 2019. C'était dans un endroit très joli en dehors de la ville. Pas hyper luxueux, mais clairement mieux que le mariage dans le jardin de mon frère Marc l'année précédente. Désolé frérot, mais cette histoire de toilette chimique, c'était dur. J'étais un des garçons d'honneur de Mike, avec Tom, son colocataire à la fac et quelques autres gars. La matinée avait bien commencé. J'étais arrivé tôt pour aider à tout installer, parce que c'est ce qu'on fait quand son cousin préféré se marie, non? Je portais un costume bleu marine qui m'avait coûté une fortune. Mais bon, les photos de mariage, c'est pour la vie. J'ai mis mon badge de témoin, il m'a fallu 3 essais pour qu'il soit droit et j'aidais à orienter les invités. Un couple de personnes âgées m'avait déjà demandé 3 fois où étaient les toilettes. Ils étaient adorables, mais complètement perdus. Alors je me suis dit que j'allais les y conduire moi-même, parce que, bon, je ne suis pas un monstre. Et c'est là que tout a dérapé. J'ai entendu une agitation derrière moi et, avant même de pouvoir me retourner, bam. J'ai pris un coup si fort que j'ai vu des étoiles. Je le jure. J'ai toujours cru que c'était un truc de film, mais non. De vraies étoiles. Mike est arrivé en courant, suivi de Tom et de 2 autres gars. Il avait l'air, je sais pas comment dire. C'était un mélange de colère, de douleur, et d'autres choses encore. Et il a commencé à me frapper. Pas juste un coup. C'était une explosion totale. Et pourtant, je ne suis pas petit, je fais 1,85 m et je vais à la salle de temps en temps, mais Mike travaille dans le bâtiment, et il m'a littéralement démoli. Pendant qu'il me frappait, il criait des trucs comme « Comment t'as pu faire ça ? Je te faisais confiance. » Et moi, j'essayais juste de protéger mon visage et de comprendre ce qui se passait. Tom et 2 autres garçons d'honneur ont réussi à le tirer de là. À ce moment-là, je saignais de partout sur mon costume hors de prix. Adieu, costume. Le sang, ça part pas facilement. Mon œil gauche était gonflé, presque fermé, et j'étais presque sûr que mon nez était cassé. Le couple âgé que j'aidais était encore là, complètement choqué. La dame pleurait même. Je me suis senti mal d'avoir aussi ruiné leur journée. Quelqu'un, je crois que c'était le responsable du lieu, a appelé une ambulance. Il voulait aussi appeler la police, mais j'ai réussi à dire non, même avec la lèvre explosée. Même sans comprendre ce qui se passait,
ça restait Mike. On avait grandi ensemble. Je n'allais pas le faire arrêter. Je me suis retrouvé dans une clinique à quelques kilomètres de là. La docteure n'arrêtait pas de me demander si je voulais porter plainte, pendant qu'elle examinait mon nez. Petite info, il n'était pas cassé, juste bien amoché. J'ai encore une petite bosse à cet endroit aujourd'hui. Elle m'a donné une poche de glace plus froide que l'enfer gelé. Sérieux, ça faisait presque plus mal que les coups. Bon, peut-être pas autant, mais ces glaçons d'hôpital, c'est l'enfer. C'est là que j'ai reçu le message. Vous voyez ces scènes de films où la personne regarde son téléphone et tout s'écroule? C'était exactement ça. Message de mon père. Mariage annulé. Récupère tes affaires dans le garage avant ce soir. Petit contexte, j'avais déjà déménagé depuis des années, mais j'avais laissé quelques affaires chez mes parents. Des cartons de souvenirs d'enfance, du matériel de sport, des albums photos. Ces trucs qui ne rentrent pas dans un petit appart mais qu'on n'a pas envie de jeter. Rien de grave, mais la façon dont il l'a dit, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très, très louche. J'ai immédiatement appelé mon père messagerie directe. Pareil pour ma mère. Ma sœur ne répondait pas non plus. Le seul à décrocher, c'était mon frère, Marc. Et tout ce qu'il m'a dit, c'était: comment t'as pu faire ça à la famille? Puis il a raccroché. J'étais là, assis dans cette clinique avec un sac de glace sur le visage, l'air de quelqu'un qui venait de se prendre 10 rounds par Mike Tyson, et pas une seule personne de ma famille ne répondait au téléphone. L'infirmière me lançait ce regard plein de pitié pendant que je tentais d'appeler tous ceux qui me venaient à l'esprit. Elle devait sûrement penser que j'étais un mec qui s'était battu dans un bar à 11h du matin, en costume. Super. Au final, j'ai décidé d'aller directement chez mes parents. Petite remarque, essayer de conduire avec un œil gonflé et quasiment fermé, c'est une idée pourrie. Je ne recommande pas. Je devais tourner toute la tête pour vérifier l'angle mort, j'avais l'air d'un hibou cinglé vu de l'extérieur. Je suis arrivé chez mes parents, la même maison où j'ai grandi. Typique banlieue américaine, avec la peinture bleue toute délavée que ma mère disait qu'elle allait refaire depuis 5 ans. La voiture de ma sœur Jenny était dans l'allée, ainsi que le pick-up de Marc et les voitures de mes parents. Génial. Toute la famille est là. Ça promet. Je suis entré par le garage, j'avais encore la clé, à ce moment-là, et je suis allé droit à la cuisine. Vous connaissez ce moment où vous entrez dans une pièce et tout le monde s'arrête de parler d'un coup? Multipliez ça par 1000. Ma mère était assise au bar de la cuisine. Mon père près de la cafetière. Jenny à son coin habituel du comptoir, elle a 25 ans, mais s'assied encore là comme si elle en avait 12. Et Marc était appuyé contre le frigo. La première chose que fait ma mère, c'est me foncer dessus. Pas discrètement, façon telenovela dramatique. Mon Dieu, qu'est-ce que Mike t'a fait au visage? Et sans même attendre une réponse. Mais comment as-tu pu, James? Comment t'as pu faire ça à la famille? Le choc de l'accusation m'a donné une migraine pire que les coups. C'est là qu'ils m'ont enfin dit ce qui se passait. Apparemment, j'avais une liaison torride avec Cathy. Oui, Cathy. Celle qui se moquait de mes boutons au lycée. Celle qui m'a aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de ma première vraie copine. La fille qui m'a littéralement appelé « grand frère » dans son discours de remise de diplôme. D'après eux, Cathy et moi nous voyons en cachette depuis des mois. J'ai commencé à rire. À rire vraiment. Et petit conseil, ne riez pas avec une lèvre fendue. Ça fait un mal de chien. Mais c'était tellement absurde que je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est là que Marc, mon propre frère, celui qui a été mon témoin de mariage avant mon divorce, histoire pour un autre jour, sort un sac de voyage de derrière le canapé et le jette à mes pieds. Prends tes affaires et casse-toi. Il essayait de jouer les durs, genre acteur de série B. Le sac contenait, je sais pas, la moitié de mes affaires du garage. J'ai appris plus tard qu'il avait tout pris au hasard. Il a pris mes vieilles cartes de baseball, mais a laissé toutes mes photos de lycée et de fac. Sympa, frérot. J'ai essayé d'expliquer, bien sûr. J'ai dit que c'était de la folie, j'ai demandé des preuves, j'ai essayé de comprendre d'où ça sortait. Mon père secouait juste la tête, répétant des trucs du genre. On te faisait confiance. Comment as-tu pu faire ça à Mike? Ma mère refusait même de me regarder. Jenny, celle qui parle normalement pour tout le monde, restait complètement muette.
J'ai demandé quelles preuves ils avaient. Et leur réponse? On le sait, c'est tout. Voilà. C'est littéralement tout ce qu'ils avaient. Aucun texto, parce qu'il n'y en avait pas. Aucune photo compromettante, juste des photos de famille normales, prises au fil des 15 dernières années. Rien. Ils savaient, juste comme ça. Le pire? C'est eux qui sont censés me connaître. Ma mère et mon père, qui m'ont élevé en disant que mentir ne valait jamais la peine. Qui m'ont privé de sortie pendant un mois en 4e parce que j'avais dit avoir fini mon projet de science, alors que c'était faux. Jenny, qui me racontait toujours ses problèmes parce que j'étais le raisonnable de la famille. Marc, que j'ai aidé à déménager 3 fois parce qu'il est trop radin pour payer un déménageur. Et tous ont décidé que j'étais coupable. Sans poser de questions. Sans doute. Rien. J'ai essayé d'appeler Cathy, messagerie directe. J'ai envoyé un message, aucune réponse. J'ai même appelé chez ses parents. Oui, ils ont encore un téléphone fixe. Monsieur H a décroché et m'a dit que si je rappelais, il appellerait la police. De la part de monsieur, tout le monde mérite une seconde chance. Super comportement chrétien, hein. Je suis sorti de chez mes parents sous le choc. Je n'ai même pas pris le sac que Marc m'avait balancé. Je suis juste monté dans la voiture et je suis parti. J'ai fini par atterrir au Murphy S, un bar du centre-ville où j'allais tous les jeudis pour les soirées quiz il y a environ 4 ans. Le barman, Dave, m'a vu entrer et m'a directement servi mon whisky habituel. Simple, je sais. Puis le colocataire de Mike à la fac, celui qui était témoin à son mariage, entre dans le bar pour commencer son service. Il me voilà, et d'un coup, Dave se tourne vers moi et me dit que je dois partir. Apparemment, je ne suis plus le bienvenu. Sympa, non? Super juste. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement. J'ai encore essayé d'appeler Cathy. Rien. À ce moment-là, mon téléphone explosait de messages de la famille et des amis. Tout le monde avait un avis. Tout le monde avait toujours su qu'on était trop proches. Soudain, chaque moment passé avec Cathy, chaque conversation, devenait suspect. Cette fois où je l'ai aidé à déménager après la fac? Évidemment qu'on couchait ensemble, hein? Détail, son copain de l'époque avait aussi aidé. Mais ça, bizarrement, personne ne s'en souvient. J'ai dû éteindre mon téléphone et je suis resté là, dans mon appart sombre, avec un sachet de petits pois congelés sur le visage. La glace de la clinique avait fondu, et j'essayais de comprendre comment ma vie entière avait explosé en 6 heures. J'ai appelé le boulot pour dire que j'étais malade lundi. Comment tu expliques à ton patron que t'as une tête de punching ball de boxeur pro parce que ton cousin pense que tu couches avec sa fiancée? Voilà, pas vraiment le genre de conversation que j'avais envie d'avoir. Les semaines suivantes ont été un enfer. On ne se rend pas compte à quel point notre vie est liée à notre famille, jusqu'à ce que tout le monde décide de faire comme si tu étais mort. Un exemple rapide, j'ai essayé d'aller à la salle de sport où je m'entraîne toujours le lundi matin. Je me suis dit qu'un peu d'exercice m'aiderait à clarifier les idées. Devine qui était là? Steve, le partenaire d'entraînement de Mike, qui est apparemment maintenant le manager de la salle. D'un coup, mon abonnement est en révision et on me suggère de chercher une autre salle. C'était comme si toute la ville jouait à une version tordue de 6 degrés de séparation, sauf que là, c'était 6 façons de ruiner la vie de James. Mon café préféré? La barista est la meilleure amie de la cousine de Cathy. Le propriétaire de l'épicerie du coin. Il va à la même église que les parents de Mike. Même mon dentiste a annulé mon rendez-vous. Son fils joue au baseball avec le neveu de Mike, ou un truc dans le genre. Et le boulot? Génial aussi. J'ai dû expliquer à mon chef pourquoi j'avais l'air d'avoir fait un combat de rue. J'ai essayé de rester vague, mais Suzanne, de la compta, a évidemment entendu. Et à la pause déjeuner, tout le bureau était au courant. J'ai été convoqué au RH parce que, apparemment, quelqu'un, merci, Suzanne, s'inquiétait de ma conduite personnelle. J'ai dû expliquer à une analyste RH de 23 ans que non, je n'avais pas de relation inappropriée avec qui que ce soit, pendant qu'elle me regardait comme si j'étais un méchant de feuilleton. J'ai enfin réussi à parler à Cathy après une semaine. Le premier appel était tendu. Genre, niveau explosion nucléaire. Ça a commencé avec elle en train de hurler que j'avais ruiné sa vie, et moi qui hurlais que la mienne aussi était en ruine. Mais à un moment, entre les cris et les larmes, oui, j'ai pleuré,
juge-moi si tu veux, on a commencé à vraiment s'écouter. Il se trouve que de son côté, c'était encore pire. Ses parents ultra-religieux l'avaient carrément renié. Du style, tu n'existes plus pour nous. Son père a même appelé le curé de la famille pour voir s'il pouvait l'excommunier officiellement de l'église. Spoiler, ça ne marche pas comme ça, monsieur H. Sa mère avait déjà mis toutes les affaires d'enfance de Cathy dans des sacs poubelles et les avait laissées sur le perron. Classe, hein? Et au boulot? Un cauchemar. Elle était chef de projet dans une grosse agence de marketing au centre-ville, mais le chef de son équipe est le cousin de Mike, du côté maternel. Du jour au lendemain, tous ses projets ont été redistribués, et elle a commencé à se faire engueuler pour manque de concentration. Allez savoir pourquoi, hein? Qui pourrait être déconcentré après avoir vu sa vie s'effondrer? On a commencé à comparer nos versions par message. Appeler semblait trop risqué, imagine que quelqu'un écoute et invente encore plus de ragots. Aucun de nous ne comprenait d'où venaient ces accusations. À chaque fois qu'on demandait des preuves, la réponse était « tout le monde sait » ou « c'était évident ». Genre, quoi? Qu'est-ce qui était évident? Le fait qu'on se connaît depuis qu'on est gosse et qu'on arrive à parler comme des adultes? Un jour, j'ai réussi à coincer Mike par surprise, je suis tombé sur lui à une station-service. Il ne pouvait pas s'échapper, il faisait le plein. Et tout ce qu'il m'a dit, c'était « j'ai vu comment tu la regardais ». La façon dont je la regardais? Tu te fous de moi? Je la regardais exactement comme je regarde Jenny, parce que Cathy, c'était pratiquement ma sœur. Tu te souviens de ce sac avec mes affaires dans le garage de mes parents? Bref. Je suis allé récupérer le reste de mes affaires environ 2 semaines plus tard. Ma mère avait tout emballé et laissé dans le garage. Elle n'a même pas pris la peine d'étiqueter les cartons, elle a juste tout balancé en vrac. J'ai retrouvé mes photos de fin d'études du lycée mélangées avec de vieilles décorations de Noël. Mon diplôme de fac était coincé entre des vieux équipements de sport. Merci, maman. Super bien rangé. Les réseaux sociaux, c'était un autre cirque. Pratiquement toute la famille m'a bloqué. La sœur de Cathy, que j'avais aidé à faire ses candidatures à l'université, a posté une pique sur « les serpents dans la famille » et ça a récolté plus de 200 commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'envoyaient des messages pour me dire qu'ils avaient toujours su qu'il y avait un truc louche chez moi. J'ai commencé à recevoir des appels et des messages de numéros inconnus. Apparemment, quelqu'un, je suis presque sûr que c'était le frère de Cathy, avait balancé mon numéro dans un groupe familial. J'ai dû changer de numéro après avoir été bombardé de messages charmants m'appelant tout et n'importe quoi, du briseur de foyer jusqu'à « enfin, tu vois le genre ». Finalement, Cathy et moi avons compris qu'on devait partir. Cette ville nous étouffait. Tout le monde avait déjà décidé qu'on était coupable, et rien de ce qu'on pouvait dire ou faire ne changerait ça. On ne pouvait même pas se voir en personne pour discuter, parce que si quelqu'un nous voyait, ce serait une preuve de plus qu'on cachait quelque chose. C'est épuisant, tu sais. Devoir constamment te défendre pour quelque chose que tu n'as pas fait. Comment tu prouves que quelque chose n'est jamais arrivé? C'est impossible. Et apparemment, pour tout le monde autour de nous, le simple fait qu'on n'arrivait pas à prouver notre innocence était la preuve qu'on mentait. Après environ 2 mois à vivre comme un ermite, à commander à manger tous les jours, et oui, les livreurs ont commencé à me regarder bizarrement, je suis presque sûr que quelqu'un leur a dit que j'étais ce mec-là, j'ai décidé que c'était assez. J'ai demandé une mutation au travail. Heureusement, mon entreprise a un bureau à Seattle. Mon patron a été étonnamment compréhensif. Honnêtement, il voulait sûrement juste se débarrasser du drama au bureau. Cathy et moi avons eu notre dernière conversation avant de quitter la ville. On a décidé que ce serait mieux de prendre des chemins différents. Elle a choisi Chicago. Moi, Seattle. On est resté en contact uniquement via Instagram. On a supprimé le reste pour éviter les problèmes. La dernière chose qu'on voulait, c'était que quelqu'un prenne des captures d'écran de nos messages pour inventer de nouveaux ragots. Déménager à Seattle a été intéressant. Essaie d'expliquer à de potentiels colocataires pourquoi tu changes de ville du jour au lendemain, à 27 ans, quasiment sans meubles. Mon premier appart, c'était un petit studio à Capitol Hill, hors de prix, mais c'était le mien. Et personne là-bas ne connaissait mon histoire. Ce genre de liberté, ça n'a pas de prix. J'ai tout recommencé. Nouveau numéro, nouvelle adresse mail, l'ancienne était inondée d'inscriptions débiles, merci les gars. Même mon compte PlayStation,
je l'ai abandonné, parce que les potes de Mike m'envoyaient des messages de haine via le chat des jeux. Qui fait ça? Le boulot se passait bien. L'avantage d'être le nouveau, c'est que personne ne te pose trop de questions sur ton passé. Je disais juste que j'avais besoin de changer d'air. Techniquement, c'était pas un mensonge, non? Je me suis plongé dans le travail, j'ai repris le sport, évidemment, dans une autre chaîne de salles, j'ai essayé de me construire une routine. J'ai trouvé un bar sympa qui s'appelle The Crocodile, qui organise des soirées quiz le mercredi. C'était très différent du Murphy S, dans ma ville d'avant, mais au moins les barman ne me regardaient pas comme si j'étais l'antéchrist. C'était déjà un progrès. J'ai commencé à y aller régulièrement, j'ai rencontré des gens sympas, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Et puis est arrivé le barbecue de l'entreprise qui a tout changé. C'était l'été 2021, un de ces rares jours parfaits à Seattle, pas de pluie et pas trop chaud. Jake, un collègue, organisait un barbecue chez lui, à Ballard. J'ai failli ne pas y aller. J'étais encore un peu traumatisé par les situations sociales, mais Jake m'avait aidé à comprendre le système de bus de Seattle quand je suis arrivé, alors je me suis dit que je lui devais bien ça. C'est là que j'ai rencontré Amy. Elle était amie avec la femme de Jake, elles faisaient du yoga ensemble. Tu vois ces moments dans les films où le personnage principal voit quelqu'un et le monde ralentit? Ouais, c'est n'importe quoi. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'elle m'a surpris en pleine conversation très sérieuse avec le chien de Jake à propos de techniques de lancer de frisbee. Pas très classe. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est devenu notre premier sujet de discussion. Elle était facile à aborder. Pas ce genre de froideur polie qu'on appelle ici le Seattle Freeze. On est resté assis sur la terrasse de Jake pendant 2 heures à bavarder tranquillement. Elle aime les podcasts de True Crime, oui, moi aussi j'ai trouvé ça ironique, et elle a compris mes blagues débiles sur la circulation à Seattle. On a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Au 3e rendez-vous, je savais que je devais tout lui raconter. On ne peut pas construire quelque chose de vrai sur un mensonge, non? Alors je lui ai tout dit. Le mariage, les accusations, le drame familial, tout. Je pensais qu'elle allait fuir en courant. Mais à la place, elle a écouté. Genre, vraiment écouté. Elle a posé des questions pour comprendre, pas pour juger. Quand j'ai fini, tout ce qu'elle a dit, c'est « Waouh, c'est costaud. Tu veux une glace ?» Et d'une certaine manière, c'était la réponse parfaite. Le plus fou? Elle a commencé à suivre Cathy sur Instagram. J'avais vaguement mentionné qu'on avait encore un tout petit contact. Il se trouve que les deux sont fans du même podcast, Crime Junkie. Et comme ça, elles ont commencé à échanger des messages à propos des épisodes. Du jour au lendemain, elles ont monté une sorte de mini-club de lecture virtuelle avec d'autres fans de True Crime. Elles font des appels Zoom toutes les 2 semaines, avec du vin et des snacks, pour discuter de leur lecture. La vie de Cathy s'est améliorée aussi. Elle a rencontré un type, Chris, par le boulot à Chicago. C'est apparemment un développeur de logiciels qui ne peut pas commencer sa journée sans au moins 3 écrans, d'après Amy. Il parle de tout et de rien dans le club de lecture. Il a l'air sympa. Il la traite bien, ne saute pas à des conclusions folles, tu vois, le minimum syndical. À force, j'ai commencé à me dire que peut-être tout ça était arrivé pour une raison. Ne te méprends pas, ça fait toujours mal d'avoir perdu ma famille et ma ville natale. Il y a encore des jours où la cuisine de ma mère me manque, où je me demande ce que deviennent mes neveux et nièces. Mais ici, j'ai construit quelque chose de bien. Des vrais amis, qui me font confiance. Une copine qui m'écoute. Une vie qui est à moi. Le plus drôle? Je préfère la version Seattle de moi-même à la version Portland. Le gars de Portland essayait tout le temps de plaire à tout le monde, marchait sur des œufs à cause des drames familiaux. Le gars de Seattle vit, tout simplement. Il bosse, joue à la console, emmène à m'y découvrir de nouveaux restos. Il vit sans devoir constamment regarder par-dessus son épaule. Cathy m'a appris que ses parents parlent encore de moi à l'église. Apparemment, je suis devenu leur exemple de loup déguisé en agneau ou je sais pas quoi. Charmant. C'est bon à savoir. 5 ans plus tard, et ils parlent encore de moi. Super sain, monsieur et madame H. Et donc me voilà, vivant ma meilleure vie à Seattle. Bon boulot, copine géniale. J'ai même commencé des cours de cuisine.
J'ai découvert que je me débrouillais pas mal avec les pattes. Pour le reste, c'est encore beaucoup d'essais-erreurs, mais je m'accroche. Et puis est arrivé le mois dernier. Et c'était comme si le passé avait frappé à ma porte, violemment, comme une gueule de bois brutale. Ça a commencé un mardi. Ami bosse de la maison la plupart du temps, parce que son entreprise est passée au télétravail pendant la pandémie et n'est jamais revenue en arrière. Elle va souvent à pied dans un petit resto méditerranéen pas loin pour déjeuner. Ils font un shawarma qui est en gros un burrito en forme de sandwich. Ce jour-là, elle est revenue et on pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Il y avait un mot collé à notre porte. Mais pas du genre, on a tenté de livrer votre colis ou une pub de jardinage. On habite en appart, mais il laisse quand même ce genre de truc, va comprendre. C'était juste une feuille blanche avec une phrase. On doit parler. Je repasse ce soir. Pas de nom, pas de numéro, rien. Juste ça. Mon nom est sur la boîte aux lettres. Ami a gardé son ancien appart en location, donc elle n'apparaît même pas sur le bail ici. Elle a donc pensé que c'était pour moi. Elle m'a appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais, elle déteste les appels et préfère toujours envoyer des textos. Dès que j'ai décroché, j'ai compris qu'elle était paniquée. Elle parlait super vite, sans reprendre son souffle. Je suis parti du boulot plus tôt. Qui ne l'aurait pas fait? Quand je suis arrivé, elle avait verrouillé toutes les portes et tenait sa vieille batte de softball de la fac. Elle jouait pour la Washington State University, Division 1, et elle a toujours un swing de malade. On va encore s'entraîner parfois, et elle me démonte. Mais l'avoir vraiment effrayée au point de prendre la batte, ça, c'était différent. On est resté éveillé tard ce soir-là à attendre. Ami, quand elle est anxieuse, fait des cookies et ce soir-là, c'était 3 fournées. On a mis une série débile sur Netflix, mais aucun de nous ne regardait vraiment. Personne n'est venu. Le lendemain soir, pareil. Et encore le soir d'après. Juste quand on commençait à se dire que c'était peut-être juste une mauvaise blague ou une erreur d'adresse, c'est arrivé. Vendredi soir, vers 20h30. On venait de finir de dîner, on avait commandé, personne ne voulait cuisiner. Quelqu'un frappe à la porte. Je regarde par le Judas, et mon estomac se retourne. C'était Mike. Il avait l'air de porter les mêmes vêtements que la veille, mal rasé, un peu chancelant, impossible de savoir s'il était saoul, épuisé, ou les deux. Ami a aussitôt saisi la batte. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais je n'allais pas discuter non plus. J'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité toujours en place. Cette petite chaîne ne retiendrait sans doute rien s'il pétait encore un câble, mais c'était mieux que rien. La conversation a ressemblé à ça. Mike, mec, je peux entrer? Moi, absolument pas. Mike, allez, mec. Je veux juste parler. Moi, la dernière fois que tu voulais parler, j'ai fini aux urgences. Mike baisse les yeux. Mike, ouais, à propos de ça. Je suis venu m'excuser. Moi, excuses acceptées. Salut. Je commence à fermer la porte. Mike, attends. Je sais la vérité maintenant. Toute la vérité. Moi, super. Bonne histoire. Mais je vais quand même pas te laisser entrer. Mike, je dois m'excuser auprès de Cathy aussi. Tu peux me filer son contact? J'ai éclaté de rire. Pour de vrai. Moi, t'es sérieux là? Tu me demandes vraiment ça? Mike, s'il te plaît. Je veux juste réparer les choses. Moi, tu as eu 5 ans pour réparer les choses. 5 ans de silence. Et maintenant tu débarques à ma porte en pensant quoi, exactement? Il a tenté de continuer à parler, mais j'avais déjà donné tout ce que je pouvais. J'ai dit que j'allais prévenir Cathy qu'il cherchait à la contacter, et que si elle voulait lui parler, ce serait sa décision à elle. J'ai refermé la porte. De l'autre côté, je l'ai encore entendu crier un truc sur le fait que je devrais débloquer ma mère, parce qu'elle voulait me parler. Je suis retourné au salon. Ami tenait toujours la batte, genre prête pour la saison de baseball. J'ai appelé Cathy tout de suite. Je pensais qu'elle devait savoir que Mike essayait de réapparaître comme ça, de nulle part. Elle était aussi choquée que moi. Elle a été très claire, elle ne voulait pas que je lui donne ces infos. Et je l'ai totalement comprise. Le problème, c'est que tout ça m'a retourné. Plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là.
Je repensais sans cesse à l'image de Mike là, devant ma porte après toutes ces années. Il était au bout du rouleau. Pas juste mal habillé ou mal rasé, mais brisé. Ce n'était plus le même gars qui avait voulu me refaire le visage 5 ans plus tôt. Amy a été incroyable pendant tout ça. D'habitude, c'est la fille détendue, un peu gaffeuse, qui fait des jeux de mots nuls et qui danse en faisant la vaisselle. Mais cette semaine-là, elle est passée en mode protectrice à 100%. Elle a installé une sonnette avec caméra Ring dès le lendemain. On est locataire, mais elle a dit qu'elle préférait perdre la caution que se sentir en insécurité. Elle a commencé à bosser dans le café du rez-de-chaussée au lieu de rester dans l'appart. Elle a même appelé son frère, qui est flic à Tacoma, pour demander s'il fallait envisager une ordonnance de protection. Il m'a fallu quelques jours pour décider quoi faire au sujet de ma mère. J'ai fini par débloquer son numéro, mais je lui ai envoyé un message, je n'ai pas appelé. J'ai entendu dire que tu voulais parler. Ok. La balle est dans votre camp maintenant. Après 5 ans de silence, il ne pouvait pas juste réapparaître comme ça et croire que tout était pardonné. Après la visite surprise de Mike, ma mère s'est mise à envoyer des messages au lieu d'appeler. Je pense qu'elle a compris que je n'étais pas prêt pour un appel. Voici à quoi a ressemblé le premier échange. Maman, on veut que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. On veut s'excuser et te réintégrer dans la famille. Moi, et qu'est-ce qui a provoqué ce revirement soudain? Maman, on sait maintenant ce qui s'est réellement passé. Moi, il aura fallu 5 ans. Super. Oui, j'étais sarcastique. J'assume. Après quelques échanges de plus, elle a fini par tout raconter. 2 ans après le mariage, Mike n'était plus avec Jessica. C'était une fille de sa salle de sport. Et devine qui c'était. Celle que j'avais vue au mariage de Cathy, la demoiselle d'honneur qui avait l'air hyper mal à l'aise. Maintenant, tout s'éclaire. Leur mariage avait été un désastre dès le départ. Dispute constante, pas de confiance, le combo classique. Et un jour, lors d'une grosse engueulade, il y a 6 mois, Jessica a lâché sans réfléchir. J'ai pas bousillé la relation de Cathy juste pour qu'on parle encore d'elle pendant mon mariage. Voilà. Laisse ça faire son chemin un instant. Jessica avait tout inventé. Tout. Elle avait un faible pour Mike, elle a vu à quel point il était proche de Cathy, et elle a décidé d'éliminer l'obstacle. Elle lui a dit qu'elle m'avait vu avec Cathy, a inventé plein de détails sur des rendez-vous secrets, des messages cachés. Mais quand Mike lui a demandé des preuves, elle n'en avait aucune, parce que, ça n'était jamais arrivé. Et le pire? Quand Mike a raconté ça à la famille, tout le monde l'a cru. Sans poser de questions. Leur raisonnement? Mike ne ruinerait pas son mariage sans raison. Il doit avoir raison. Ah oui, parce que croire une fille random de la salle de sport, c'est plus logique que de faire confiance à des gens que tu connais depuis toujours. Personne dans les deux familles n'a pris la peine de me parler, ni de parler à Cathy. Personne n'a demandé de preuves. Personne n'a pensé, peut-être qu'on devrait écouter l'autre version avant de bousiller de vie. Et ce qui me met vraiment en colère, Jessica avait déjà un passif. Après que toute la vérité a éclaté, un ami de Mike, Tom, s'est souvenu qu'elle avait fait quelque chose de similaire dans une autre salle de sport, elle avait accusé un coach de harcèlement quand il avait refusé de quitter sa copine pour être avec elle. Mais personne n'a pris la peine de vérifier ça. Ils l'ont juste cru. Pendant que moi, je devenais le punching ball de Mike. Cathy est encore plus secouée que moi. Ces mêmes religieux qui l'ont traité de pécheresse. Ses parents, qui ont jeté ses souvenirs d'enfance à la poubelle. Le patron qui lui a fait vivre un enfer jusqu'à ce qu'elle démissionne. Personne n'a pris la peine de vérifier quoi que ce soit. Tu veux une ligne du temps sympa? Regarde ça. Juin 2019, désastre au mariage. Juillet 2019, Cathy et moi quittons la ville. Décembre 2019, Mike commence à sortir avec Jessica. Mars 2020, il se marie. Hyper précipité, non? Août 2021, je rencontre Amy. Septembre 2024, Jessica admet enfin qu'elle a tout inventé. Octobre 2024, tout le monde veut soudainement s'excuser. 5 ans. 5 années entières à être le paria de la famille. 5 ans sans anniversaire, sans fête, sans mariage, sans naissance.
5 ans à entendre que mes neveux et nièces grandissent en pensant que tonton James est un monstre. Tout ça parce qu'une fille de la salle de sport ne supportait pas que mon cousin soit heureux avec une autre. Amy a été mon pilier dans tout ce chaos. Quand je lui ai tout raconté, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit. Donc, en gros, toute ta famille est plus stupide qu'un tas de cailloux. C'était la première fois que j'ai ri depuis que toute cette histoire est sortie. La réaction de Cathy était un peu moins légère. Citation directe de notre appel. Ils peuvent prendre leurs excuses et se les foutre là où le soleil ne brille pas. Parle bien, Cathy. Et le pire, ce n'est même pas le mensonge. C'est la facilité avec laquelle tout le monde y a cru. Ces gens qui m'ont vu grandir. Qui me disaient qu'ils m'aimaient. Ils ont trouvé cette histoire absurde sur Cathy et moi plus crédible que n'importe quelle vérité venant de ma bouche. Ma mère continue d'envoyer de longs messages, disant qu'elle est désolée, qu'ils auraient dû me faire confiance, qu'ils veulent tout réparer. Mon père a même essayé d'appeler, je l'ai bloqué direct. Jenny envoie des photos de ses enfants avec des légendes du genre. Ils veulent connaître leur oncle James. Plein de culpabilité déguisée. Mais tu sais quoi? On ne peut pas juste appuyer sur « reset » après avoir traité quelqu'un comme une merde pendant 5 ans. Tu ne peux pas juste dire « oups, désolé » et espérer que tout redevienne normal. La confiance, c'est comme un miroir. Tu peux essayer de recoller les morceaux, mais les fissures seront toujours là. Si quelque chose change, je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Dernière mise à jour. Bon, Reddit, voilà. La dernière mise à jour. Cathy et moi avons décidé qu'il était temps d'affronter la réalité et de rentrer. On a accepté de rencontrer les deux familles, mais selon nos conditions. J'ai choisi un lieu neutre, un café au centre-ville, sans lien avec aucune famille. Cathy était trop anxieuse pour prendre l'avion juste pour ça, alors on l'a mise sur Zoom, via mon ordi. Haut-parleur activé, mais caméra éteinte. Elle voulait tout entendre, mais ne voulait pas voir la tête de qui que ce soit. Et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Tout le monde était là. Mes parents, Mike, Jessica, avec une tête qui disait qu'elle préférait être n'importe où ailleurs, les parents de Cathy, mes frères, même Tom est venu. Probablement par culpabilité, vu qu'il était le témoin qui n'a rien défendu. Avant qu'il ne commence à s'excuser, j'ai clairement posé les règles. Cathy écoute tout. C'est elle qui décide si elle veut parler ou pas. Si elle quitte l'appel, la réunion est terminée. Personne ne me touche. Je te regarde, Mike. Aucune prêche religieuse. Celle-là était pour les parents de Cathy. La première à parler fut Jessica. Et franchement, elle était brisée. Le mariage ne lui avait pas réussi, c'était évident. Son explication. Elle était amoureuse de Mike et pensait que Cathy ne le méritait pas. Voilà tout. C'était sa raison pour détruire plusieurs vies. Pas une erreur, ni un malentendu. Elle voulait juste mon cousin, et elle a décidé de faire exploser la vie de tout le monde pour y arriver. Mike a essayé de s'excuser pour les coups enfin, mais bon, qui compte encore à ce stade? Il a dit qu'il aurait dû douter de Jessica, qu'il aurait dû demander des preuves. Ah, vraiment? Tu découvres ça maintenant, Sherlock? Peut-être qu'un petit fact-check avant de te transformer en combattant UFC aurait été une bonne idée. Puis sont venus les parents. C'était intéressant. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras quand je suis arrivé. J'ai reculé. La tête qu'elle a faite, comme si je l'avais giflée. Bah oui, maman, tu te souviens quand tu as emballé toutes mes photos d'enfance comme si c'était des ordures? Le père de Cathy a tenté de parler de « pardon biblique » jusqu'à ce qu'elle enlève le mode silencieux et le coupe net. Tu as mis mes affaires dans des sacs poubelles et les as laissées sous la pluie. N'ose pas me citer la Bible. Je n'ai jamais vu monsieur à chaque cours de mots. C'était un peu incroyable. Ma sœur Jenny a pleuré, en disant que ses enfants me demandaient souvent. Touchant. Belle histoire. Mais où était cette inquiétude quand tu as aidé maman à emballer mes affaires? Quand tu m'as bloqué partout? Quand tu as colporté des mensonges à l'église? Voilà le truc avec la famille. Ce sont censés être les gens qui te connaissent le mieux. Ceux qui te font le plus confiance. Ceux qui, au minimum, te laissent le bénéfice du doute. Mais chaque personne dans cette pièce a choisi de croire à la pire version de Cathy et moi. Sans poser de questions.
Sans preuve. Ils ont juste supposé. C'est ça, ils sont amants. Faut détruire leur vie. Et c'est exactement ce que je leur ai dit. J'ai dit à Jessica que son bonheur temporaire avait été construit sur la souffrance des autres. J'ai dit à Mike que son manque de confiance avait détruit bien plus que sa relation avec Cathy. Et j'ai dit aux parents des deux côtés que leur amour était conditionnel, et qu'ils allaient devoir vivre avec ça désormais. À la fin, Cathy a parlé. Calmement. Sans crier. Ce qui, franchement, était pire. Elle a dit. Le pire, ce n'est même pas que Jessica ait menti. Le pire, c'est qu'aucun de vous n'a pensé qu'on méritait la vérité. Vous nous avez jetés à cause de rumeurs. Ça en dit bien plus sur vous que sur nous. Et puis elle a raccroché. Fin de la réunion. Mes parents essaient encore de réparer les choses. Ma mère m'envoie des pavés émotionnels sur le pardon et la famille. Mon père raconte aux autres qu'il me laisse de l'espace. Cool, papa. Juste 5 ans trop tard. Les parents de Cathy veulent maintenant aller lui rendre visite à Chicago. Bonne chance avec ça. Mais tu sais quoi? Ami et moi, on a construit une vie ici. Une belle vie. Il y a une bague cachée dans mon tiroir à chaussettes. Ne lui dites pas, mais je vais la demander en mariage le mois prochain. Cathy est heureuse avec Chris. Nous avons tous les deux de vrais amis maintenant. Des gens qui nous font vraiment confiance. Des boulots qu'on aime. Des vies qu'on a bâties à partir de rien. Parfois, la famille que tu choisis vaut mieux que celle dans laquelle tu es né. Parfois, ce qui est brisé ne mérite pas d'être réparé. Et parfois, la meilleure des vengeances, c'est d'être heureux sans ceux qui t'ont rejeté. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant de la fragilité de la confiance, et de l'impact que peuvent avoir les mots vrais ou non sur une vie. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas le mensonge en lui-même, mais la facilité avec laquelle tout le monde a choisi d'y croire plutôt que d'écouter ceux qu'il connaissait depuis toujours. Au final, il faut parfois trouver la force de recommencer loin de ceux qui nous ont blessés. Et la meilleure des réponses, c'est le bonheur. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez dans les commentaires. Parlons-en. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.